Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans Lumière, votre magazine qui met en lumière celles et ceux qui font briller le Gabon, ici comme à l'international. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre la lumière sur un photographe talentueux, Modeste. Il va nous parler de son parcours depuis l'enfance jusqu'au moment où il a décidé de faire de cette passion un métier. Venez et découvrez avec nous son histoire passionnante. À tout de suite. Bonjour Modeste Bonjour. et merci d'avoir accepté de répondre à mon invitation. D'accord, merci. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance? Déjà, merci aussi pour l'invitation. Et pour ce qui est de la petite histoire, je me prénomme Modeste. De nom de famille, je suis Messaonda. Je suis Wallontémois d'origine, gabonais de nationalité, oui. Et je vis en situation de handicap depuis déjà quasiment 48 ans. 48 ans. 48 ans, oui. Je suis né le 19 mars 1977, lorsqu'on détecte ma maladie à l'âge d'1 an, étant donné que les infrastructures sanitaires au niveau de l'intérieur n'étaient pas Adapté. appropriées pour le traitement à la chose. Donc on a dû m'évacuer sur Libreville, d'où je devais faire un dossier pour une évacuation sanitaire au niveau de France. Ok, j'aimerais comprendre, jusqu'à tes 1 an, Oui, le problème d'handicap n'avait pas encore été décelé. pas encore, Ah, ok. pas encore. Le problème du handicap vient, comment dirais-je, de façon surprenante, puisque déjà au niveau de l'intérieur, les maladies, les causes et tout ça, on, on a, on n'a presque pas comment dirais-je, de pistes sur les symptômes. Ouais, Tout ce ok. qui sait qu'il y a un mal, il y a la maladie et comment, comment traiter la chose de façon urgemment. Il n'y avait pas de- Mais comment ça se manifestait? Donc, ce qui était là, c'est que, comme le petit enfant, comme d'habitude, vous savez que bon, les enfants, dans leur enfance, toujours un brin un brin de fièvre, énormément de fièvre. Et cela a valu un traitement assez particulier. Du fait que les, les médecins au niveau de l'intérieur du pays ont dû traiter la chose de façon injectée. Donc il y a eu énormément d'injections qui ont été pratiquées sur ma personne et malheureusement qui n'ont pas vraiment donné grand-chose. Si bien que au bout d'un certain temps, la fièvre s'arrête, mais quelque chose de pas normal va commencer. Il arrivait un temps soit peu, tu rompes un peu, après tu essaies de te mettre debout, il y a un pied danse et puis l'autre chute, parce que j'avais déjà commencé déjà même à marcher. Un pied danse et puis l'autre et puis il y a chute. Ok. De retour à l'hôpital, on a détecté un début de poliomyélite. Ok. Mais déjà, bon, entre la vie traditionnelle au village et la modernité, il y a toujours des petites embûches. Parce qu'on on se peut que bon, maman est convaincue de la situation, mais les grands-parents Se disent qu'il se faut disent qu'il traiter faut traiter ça ça à l'indigène. autrement, oui. Voilà. Donc il y a eu ce litige entre les parents où il fallait impérativement traiter par-ci, un traitement traditionnel par-là, et le mal n'a fait que prendre de l'ampleur et prendre de l'ampleur et prendre de l'ampleur jusqu'à à cette étape.
Ok. Si bien que d'elle-même, elle n'était pas autonome financièrement. Elle vivait aussi aux dépens des parents. Elle a dû laisser la chose de cette façon-là. Donc on arrive sur Libreville en 1985, d'où il fallait faire des formalités, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été... 85, donc tu as 7 ans, 7, 8 Voilà, ans. 7 ans d'âge. Non, 85, j'ai 8 ans d'âge. 8 ans. 8 ans d'âge. Alors, c'est à quel moment ou à quel âge que ce problème d'handicap se manifeste réellement? Parce que ce que tu m'as raconté, c'est que c'est des petites étapes comme ça. Il y a un semblant de traitement entre l'indigénat, donc le traditionnel, et la médecine moderne. Mais c'est à quel moment où on se rend compte que les membres sont atrophiés, que tu ne peux plus marcher? Normalement, il n'y a pas eu un diagnostic approprié pour la circonstance. Okay. Oui, parce qu'on est resté sur le plan seulement indigéné. La plupart du temps, c'était ça. Et les diagnostics faits par eux étaient plus convaincants et plus pratiques que le moderne. Si même bien que la première fois, lorsque ma mère je devais faire le voyage pour Libreville, j'étais encore petit. Ma grand-mère s'est quasiment opposée à cette façon à ce traitement. Elle voulait que tu restes... Elle voulait que je reste et que l'on traite la chose à l'indigénat et que tous les traitements ont été faits, mais rien n'a pu aboutir à une solution quelconque. Alors comment ça se passe quand vous arrivez à Libreville? Bon, quand on arrive sur Libreville en 85, les démarches commencent pour l'évacuation sanitaire, comme je l'ai dit. Tout a été fait. Les différents papiers ont été faits. Mais on a juste attendu que, comment dirais-je, on est resté en attente des communications. Parce que toutes les retours des demandes administratives étaient faits de façon communiquée et auditif radio, au niveau de la radio. Jusqu'en 90, la maman me constate qu'il n'y a pas de retour. Elle a recours aux affaires sociales, mais le dossier de mon enfant depuis plus de... Et là-bas aussi, on lui fait comprendre que, comme aussi à l'époque, la négligence et le manque de services avait vraiment été vraiment noté. Et on a jeté beaucoup de dossiers par ici, on ne sait pas, peut-être que celui de votre enfant fait partie. Reprenez le dossier à zéro. Ça, alors, mais ça c'est encore quelle histoire. Et là, vous viviez ensemble. Tu vivais, toi et ta maman et ta sœur qui était venue au monde quelques temps après. Voilà. Vous habitiez dans quel quartier? Dans les Akébis. Ok. Pendant ce temps, tu allais à l'école? Pour cela, ma mère a jugé utile de ne pas le faire. De t'envoyer à l'école, ok. Tout ça a été Comment vraiment... tu as vécu ça, toi? Comment tu voyais peut-être dans la cour, là où vous habitiez, les autres enfants aller à l'école? En fait, on peut encore faire quoi? Ça fait mal, mais j'ai fait avec. Déjà que, comme bon nombre d'entre nos gens, si je peux me permettre de le dire, on n'avait pas tellement le choix en quoi que ce soit, ou des revendications, quelques conditions. C'est peut-être un peu récemment, lorsqu'on rentre en 2000, que l'on va un peu voir que la thématique de la parole à la personne vivant avec un handicap commence plus ou moins, mais durant le long des années 80, 90... 90, c'était un peu compliqué. Il y a presque, je ne peux pas même dire avoir eu au fisc même, comment dire, un semblant d'atelier qui a eu à traiter un sujet lié à l'handicap, que ce soit dans une émission radio comme dans une émission télé ou quelque chose du genre, parce que bon, les seuls organes de communication qu'on avait en ce temps-là, ce n'était que ces deux-là. Alors quand maman réalise autour des années 90 que
que le dossier n'avance toujours pas, que les choses n'évoluent pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a retenté Ok. de renouveler le dossier en question. Mhm. Ce qui m'a valu... Et pendant ce temps, est-ce qu'il y avait un traitement? il ne pouvait pas y avoir de traitement en quelque sorte. Ok. Il n'y avait pas un mal quelconque. Je vivais normalement, je pouvais... Mais comment se passaient tes journées? Parce que là, j'imagine que tu as 12-13 ans. Bien sûr, les journées, ils étaient comme plus exactement renfermés. Hein. Parce qu'on Tu ne sortais pas beaucoup? Même pas un peu. Ok. Même pas un peu. Alors comment toi-même tu as vécu le fait que toutes les démarches entreprises par ta mère n'aboutissaient pas? Comment tu le vivais intérieurement? Au bout d'un moment, tu as dû te dire, bon, écoute, c'est fini, ça ne va jamais évoluer, je vis avec, Bon, et puis... Ce qui est vrai, c'est comme je vous l'ai d'abord dit au départ, puisque nous avons été une génération... Bon, si je parle d'une génération, je parle un peu des gens vivant avec un handicap. Parce que, en fait, qui était le choix, ce n'était pas... On était condamné à accepter les situations. C'est déjà ça, déjà au départ, qui était vraiment le plus grand mal. Parce que la révolte n'a jamais... Beaucoup d'entre nous n'avons pas y rêvé. Du fait même carrément que tu subis un truc, même le simple fait carrément de te plaindre de celle-ci, ce n'était pas vraiment de notre essor. Donc les situations étaient comme ça, on les prenait comme ça et on faisait avec. Okay. Donc tu t'es résigné, on va dire. En un mot. Ok. En un mot. Okay. Okay. Et tu es resté avec ta maman jusqu'à... Je suis resté avec ma mère jusqu'à l'âge de 20 et poussières d'années. Ok. C'est là que tu décides... Jusqu'à son décès. Je n'ai pas décidé quoi que ce soit. Okay. Elle décède en 2002. Et c'est à partir de cet instant où un peu le déclic commence. Okay. Il fallait un peu maintenant commencer à percevoir les choses autrement. Il fallait déjà commencer à chercher à cibler certaines positions pour une quelconque autonomisation, minime qu'elle soit, modeste qu'elle soit, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment la thématique commence. Et c'est là où je commence un peu aussi, quelquefois, à fréquenter les associations. Okay. Je commence à fréquenter les autres, voir un peu comment on affronte un peu le monde, qu'est-ce qui peut faire la force quand tu es face à une situation. Donc, psychologiquement, voilà. La question c'est, est-ce que psychologiquement, tu as réussi toi-même à accepter la situation de l'handicap, le décès de ta mère, et décider de... L'accepter, on ne peut pas dire que je l'ai accepté, on peut te dire qu'on l'a accepté. On le fait, on a toujours vécu, on n'a pas eu le choix. Moi-même déjà, ce qui est très sincèrement vrai, pour être vrai, je m'étonne. Hein. Tu t'étonnes de quoi? Des situations que je vis actuellement. Parce que dans mon enfance, très sincèrement, je ne me suis jamais vu un jour être en face des gens comme vos autres, vivre, rentrer dans les milieux tels que celle-ci, être vu comme une personne à part entière et être reçu, accueilli et jure d'un bienfait quelconque du genre. Je ne m'étais jamais rêvé une situation du genre. Tu te considérais un peu comme un sous-homme, comme quelqu'un de... Bon. Est-ce que c'était même une question à se poser? Puisque la plupart du temps, ça a toujours été comme ça. Mais est-ce que c'est le regard des autres? Le regard, l'expression, et quelquefois même un peu sur le plan familial. On va prendre par exemple un conseil de famille. On va le tenir. Tu n'as rien à dire. On ne te donne pas la parole. Il y a une situation du genre... il y a une manifestation familiale qui se passe peut-être chez tel. Tout le monde peut se déplacer. Mais il n'y a personne pour t'y amener.
Il y a comme déjà la scolarité. Les gens y vont s'instruire, ils sont là. Mais toi, tu n'as quasiment pas ça. S'il fallait un truc, c'est juste un jouet, joue avec, tu es là avec quelques trucs. Enfin, on ne peut pas appeler ça une vie. On ne peut pas appeler ça une vie. Si même bien que dans l'enfance, les rêves étaient là, mais quelquefois même on les combattait. Hein. Quelquefois on les combattait. Hein. Toi-même, tu décidais de les détruire et de te dire ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas un problème. De toutes les façons, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, comment tu tombes dans la photo? Parce qu'il y a ce parcours certes difficile, mais comment tu arrives à te donner à un moment donné à cette passion, à ce métier, enfin qui devient plus tard un métier? Bon, déjà, pour ce qui est de la petite histoire, c'est de façon accidentelle. Hein. Je suis interné à Jean Ebory en 1993 et comme ça, du haut de ma fenêtre, je m'aperçois un photographe, pas les moindres lesquels, et sur fauteuil. Ça attire mon regard. Oh. Et ce dernier, c'était le président Nyerere Julien. C'est dès qu'eux reviennent de France pour leur éducation, lui il s'est lancé dans la chose photographique. Je ne sais pas pourquoi il l'avait laissé. Il venait souvent filmer les événements à Jean Ebory. Déjà, j'aimais beaucoup les images. Et comme en autre temps, vous savez que bon, les peintures dans les chambres, ce n'était pas le cas. C'était plus les posters. Oui, c'est vrai. Tu vois que c'est ça. Si c'est pas celui de Diego Maradona par-ci, Michael Jackson par-ci, ouais. Donc Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone qui faisaient la une du média, du cinéma, la chanson et tout ça là. Mais la thématique imagerie me travaille. Mais comment le démarrer, comment constituer un plan, te dire d'ici tant, je voudrais prendre une personne en photo ou avoir même un appareil photo. Bon, 1995, je quitte, comme on habitait aussi au Vendo, au niveau de la Cournam, Rouget, la société Rouget, où elle a été affectée pour la dernière fois, où elle a enseigné pour la dernière fois, où elle était enseignante de profession. C'est de là-bas même où son décès a surgi. Donc elle avait sa grande sœur qui habitait des côtés des Charbonnages, qui était dans une grande concession. Je suis allé passer les vacances, il y a son grand garçon qui est venu me chercher à la maison. On est allé passer les vacances. Et on était dans une grande concession, la lumière, on ne voit que pas à travers les fenêtres, on ne sortait même pas. Il y a l'une de nos tantes aussi qui est arrivée du village, on était casernés là. On va faire comment? Puis tout d'un coup, on s'est cotisé, dit bon, cherchons à faire les photos. On avait un oncle du côté derrière la prison, derrière l'école normale, je criais bien, qui avait un appareil Kodak. On le lui a demandé, parce qu'on voulait faire des photos pour immortaliser nos vagues. Nous avons acheté pellicule de 36 à l'époque. C'était la marge. 36 poses. 36 poses. Ouais, ouais. C'est là où la thématique commence. D'où je vous fais part de ce que... Voilà. Okay. C'est elle qui se trouve là, la première fois où j'ai touché un appareil photo pour prendre une image. Vous pouvez vous constater que ça fait en mode, comment on appelle ça, sur le plan, mode planche, contre planche. Voilà, passer la photo, voir le photographe part du haut. Ça donne du bas vers le voilà, haut. Vers le haut, parce que j'étais vraiment trop bas. Et elle était assise. Voilà. Et là, c'est ta maman que tu Non, prends, ça c'est la tante où j'étais au charbonnage. Okay. Elle aussi, elle est décédée, malheureusement. Et ça, c'est ta première photo?
ma toute première prise. Je touche un appareil en 95. Elle a 30 ans. Ok. C'est un chef-d'œuvre, hein, ça, il faut Oui. réussir à la restaurer. Je t'assure très sincèrement que je suis même tombé encore dessus par hasard. Moi, je pensais qu'elle était perdue. Il y a beaucoup d'autres clichés que j'avais fait, mais la seule sur laquelle j'ai pu encore voir, c'est celle-là. Et le déclic, il vient comment? C'est-à-dire, comment tu te dis à un moment donné, je vais essayer d'en vivre, Le déclic arrive en 2012. C'est que, que dans les années début 2000 à 2010, le Gabon est dans une phase de festif énorme. Oui. Vous voyez les nuit de la musique, les nuits de musique, les festivals. Il y a trop de trucs, il y avait trop de trucs. Festival Gabao Hip Hop, Institut français du Gabon, qui était à l'époque le centre culturel français, Saint-Exupéry. Oui. Donc, j'arrive pour la première fois à l'Institut en 2004. Je n'avais jamais, ça ne m'était jamais arrivé, sous une invitation c'était même pas mon invitation. Hein. Donc, c'est ma petite sœur qui avait reçu une invitation pour la projection d'un film. L'épopée guadeloupéen. Qui a été réalisé par Christian Lara. Il est venu faire une projection ici. Il avait aussi un programme de réaliser un film au niveau du Gabon. Quand j'arrive, la première fois au Centre culturel français à l'époque, je ne m'attendais pas à un Big Bang. Enfin, je peux appeler ça un Big Bang. Ça, c'était vraiment le Big Bang. Hein, où je me suis confronté à la jet set cinématographique nationale. Les gens, je ne me suis jamais imaginé un jour voir le défunt Philippe Maury, Alain Oyoé, Prince de Capistran, Oncle Didine à l'époque. Beaucoup de producteurs de la chose audiovisuelle que je ne voyais qu'à la télévision. Et là, dans l'enthousiasme, je dis waouh! Est-ce que c'est pas par hasard un appel à la chose audiovisuelle? C'est parti de là. Et une fois rentré au Centre culturel français. Et là, tu avais toujours l'appareil, le Kodak Non, le Kodak ne m'appartenait pas. Tu l'avais rendu, ok. Je l'avais rendu. Donc là, tu n'as pas d'appareil photo. Oui, je n'ai pas d'appareil. Ok. Je viens prendre cet événement, et je n'ai rien pour l'immortaliser, oui, quelque part. Parce que pour ça, j'ai toujours été positif dans ma vie. Je me suis toujours vu quelque part faire un témoignage, mais il fallait quelque chose pour accompagner ton témoignage. Tu ne peux pas parler de quoi que ce soit s'il n'y a pas quelque chose qui accompagne. Et là, j'ai fait la connaissance de beaucoup de promoteurs d'événements, beaucoup d'artistes, et ainsi de suite. Ça a continué jusqu'à présent. Okay. Ça continue jusqu'à présent. Donc, si bien que on avait un programme annuaire chaque année qui était fait par l'IGIS. À l'époque, c'était encore le CNACI, avant que ça ne passe à l'IGIS. Les escales films documentaires. C'était diffusé année par année à l'Institut. J'étais constamment là avec ces réalisateurs venus d'Afrique, venus d'Europe, tenant les masterclass en permanence. Ça ne faisait que me taper dans le mental. Il faut faire quelque chose. Hein? Tu ne peux pas tout le temps être spectateur. Il est grand, quelquefois, trouve quelque chose à faire. Il y a tellement de sujets qui peuvent être immortalisés et partagés par le grand nombre. Wow. Et puis voilà, je rentre dans l'envie de pouvoir réaliser un film. Ah, carrément. Un film documentaire, bien sûr. Ok.
Il me fallait un sujet. Il y avait tellement. Et je me suis appuyé sur les jeunes, les petits-enfants, 9, 10 ans, qui vont en sixième, qui vont en secondaire. La thématique film. Nous, moi, je le voyais juste comme étant tel. Tu as ton appareil, tu as filmé un truc, et puis moi, je ne m'étais jamais imaginé qu'il y avait tout un... Voilà, il y a toute une logistique voilà, donc je ne... Mais tu as finalement réussi à faire ce documentaire ou pas? Parce que là, depuis tout à l'heure, je suis un peu curieux. J'ai fait un, mais plus sur le sujet. Ok. J'ai fait un, mais plus sur le sujet. Sur quel sujet alors? J'ai fait un sur la jeunesse adventiste. Ok. Au cours d'un camp de vacances au niveau de Makoko. Ok. Ok. Et Mais, tu l'as encore ce film? malheureusement. Ok. Mais alors, revenons à la photo. Comment tu finis par te dire, je peux en vivre, et tu décides de te lancer? Parce que là, tu as encore un caméscope, mais comment tu prends ton premier appareil photo? Je les prends en même temps. Je les ai pris en même temps. Ok. Donc j'ai pu faire comme ça jusqu'en 2012, où je me suis pris mon tout premier appareil photo, Nikon Coolpix. Ok. Et tu démarres donc? Je commence moi-même à m'autofilmer dans des cérémonies pour avoir quelques clichés. Tu allais assister toi-même à des événements, tu filmais sans avoir été invité? Non, mais des événements d'ordre populaire. Oui, populaire. Oui. C'était juste pour le plaisir, on va dire. Pour le plaisir. Ok. C'est comme ça que ça a commencé. Okay. Donc, quelques temps après, je suis venu regarder un concert de Pierre Akenenge et à l'Institut français. Et le cycle de l'Équateur devait l'accompagner. Et comme ils savaient que j'avais un appareil photo et que je filme souvent, c'est comme ça qu'ils m'ont proposé de leur filmer sur scène. Ok. Ah. C'est là où ça démarre. Je les filme. Ah. Les gars sont venus récupérer leurs clichés, ils m'ont payé. Waouh. Ils étaient satisfaits? Bon, c'était bon. Déjà, pour un départ, je peux dire oui parce que ça m'a propulsé. Ok. Ils sont arrivés et ils ont pris leurs clichés. Et au sein de cette prestation, Alexis Abessolo les a accompagnés. J'ai eu aussi à filmer quelques-unes de ces choristes, même Akenenge lui-même, qui ont pris leurs clichés à bon endroit. Et là, le déclic est parti. C'est là où je me suis dit, il faut y aller à la de manière sérieuse. J'avais déjà mon imprimante, c'était déjà ça. Les dimanches, je venais dans les églises, Saint-Michel aujourd'hui, Sainte-Marie, et ainsi de suite. Venir regarder les événements. Mais c'était un peu pratique parce que l'accessibilité, c'était grave. Puis je rencontrais certaines personnes dans des chorales. On a une prestation tel jour. Est-ce que tu peux venir? Je gagnais un peu comme ça. Et mon meilleur prestateur, que Dieu ait son âme, le défunt docteur Ondo, qui a vraiment été je peux pas le dire, mon meilleur, tu peux le dire, un client, tu veux dire. Voilà. Parce que, très sincèrement, lorsqu'on est à une cérémonie, ce dernier, peu importe le nombre de photographes qu'il y a, il voulait te chercher. Il voulait pas être filmé par qui d'autre, par quiconque d'autre, si ce n'est que par moi. J'ai même fait un tour, j'ai même couvert l'un de ses anniversaires chez lui au niveau de Damas. Okay. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, tu t'exerces, tu travailles petit à petit à un nouvel appareil, voilà. Et ainsi de suite, et tu commences à te faire connaître. Et je pense que c'est dans la foulée ou à la même période que j'ai fait ta rencontre. Là, on est parce autour que tu de vois 2015, bien que 2016. 2016, où on fait la connaissance, c'était à l'événement Salon Made in Gabon.
Oui, où oui. je reçois le prix spécial du ministre Biendi Manganga qui manageait les PME PMI à l'époque. Il m'a même aussi recruté dans son cabinet pour ces événements aussi. J'ai un peu passé un petit temps avec lui pendant qu'il était là-bas, au niveau des PMI là-bas. Alors, tu ne t'es jamais dit à un moment donné que c'était un métier assez difficile pour toi, que tu étais limité du fait que tu étais sur fauteuil roulant. Comment tu as abordé cela? Comment Bon, tu déjà la faisais? passion. Ok. Parce que bon, l'art et moi, je ne sais pas, depuis plus de petit, hein. Comme je vous ai dit, j'aimais déjà les images. Et quelquefois, quand je me regarde mes différents produits, ça me parle tellement que je ne fais que je n'ai pu faire une chose, c'est seulement que me lâcher. Parce que rien ne te limite jusque-là. Bon, bon, sur ce domaine-là, non. Pourquoi je dis ça? Il y a, je pense, 2 ans, on s'est vu, ou il y a 1 an, je ne sais plus. 1 an. Il y a 1 an, on s'est vu, j'étais passé te dire bonjour chez toi. Et tu m'as fait comprendre que tu revenais du Cameroun. J'étais agréablement surpris, mais je t'avoue que j'étais aussi choqué. Parce que j'aimerais que tu nous racontes un peu comment tu as fait pour partir au Bénin, je pense. Comment tu avais fait pour partir de Libreville, te retrouver au Bénin et faire une expo photo au Bénin? Bon, c'est encore... Bon, déjà qu'au niveau de Libreville, on démarre le Filiga 1 an avant. Je vois bien que ça c'est 2024. On démarre le Filiga en 2023. Et il y a des écrivains venus du Bénin qui sont arrivés. Et dessus quoi, un slammer du nom de Bravo. On sympathise, on garde le contact et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup, mais ce dernier m'est resté très, très particulier. Voilà la thématique au sein du forum du Filiga auquel j'appartiens. Il y a appel à candidature qui est donné. Ça a attiré mon attention. J'ai postulé et j'ai eu un retour favorable. J'ai été invité au Filiga, au Filab. Eux, là-bas, c'est le Filab. Okay. Ici, c'est le Filiga. Eux, ils ont là-bas le Filab. Et c'était la 2e édition de leur... Et vu que le Gabon était le pays à l'honneur, j'ai fait partie de la troupe hors culturelle qui allait représenter le Gabon. Voilà, et donc, du coup, tu as fait une expo. Oui, j'ai fait une expo. Oui, j'ai emmené quelques-uns. Je leur ai dit acteur culturel et que je fais dans la photographie. Et j'ai fait cette exposition là-bas. Tu en as fait d'autres? Il n'y a pas que le Bénin. Bon, le Bénin a été le premier pays. Hein, okay. C'est le premier pays. Après, tu étais dans quel pays encore? Bon, le second pays fut le Cameroun, okay. Et qui est récent. Parce que là, ça c'est récemment là. Le Bénin, c'était l'année passée, en 2024. 24. Oui. Et cette année-ci, c'est le Yaoundé au Cameroun. Donc, d'où vous avez la distinction que voici, le Sili. Le Sili, qui est le salon industriel du livre de Yaoundé. Et ça, c'est la distinction? Oui, qui m'a été attribuée non par le comité d'organisation, mais par l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, à Yaoundé, okay. Pour ma venue exceptionnelle. Et comment il a pu faire un parcours et il est venu de surcroît par voie terrestre. Et ce que moi j'ai manqué de lui dire, c'est que je n'étais même pas là, c'était même pas la première fois que moi j'arrivais à Yaoundé. C'est vrai que c'est le premier pays que
que j'ai fréquenté. Déjà qu'on est frontalier au Wellington, j'ai allé de temps à autre comme ça faire les tours. Mais l'événement phare qui m'amène à faire un séjour quasiment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au Bénin aussi, tu avais reçu une distinction. Oui, j'ai eu une distinction. Et celle-là, par contre, elle m'a été attribuée par le comité d'organisation. Okay. Mais pourquoi? Parce que les œuvres avaient été appréciées, qui avaient été exposées? Bon, déjà qu'on était le pays à l'honneur. Les œuvres, si ce n'était pas un concours, c'était déjà que la représentation, vous êtes venu, il est normal que l'on vous honore. Le Gabon était le pays à l'honneur. Okay. Et ça, ce qui déjà nous a valu tout ce temps que nous sommes cette distinction-là. Alors, dis-moi, tout à l'heure on a parlé de ton appareil photo. Tu l'as acheté toi-même ou il te l'avait été offert? Je l'ai vraiment acheté moi-même. Je me suis vraiment battu comme j'ai pu, mais il me fallait un appareil. Je commençais à filmer avec le Nikon 3200. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi les difficultés que tu rencontres dans ce métier que tu as décidé de déjà que suivre, d'embrasser? Déjà que la thématique est déjà le déplacement lourd, qui est d'abord le premier facteur. Et le second, qui est le manque de compassion à l'endroit de ceux à qui malheureusement à qui nous abordons. Parce qu'on a toujours cette image macabre du fait que parce qu'on est handicapé, voilà, on vient mendier. Voilà, il lui faut de l'assistanat et quel type. Donc avoir quelqu'un dans ma catégorie et qui fait quelque chose de ses mains, en fait, on n'y croit pas? Non. On n'y croit pas. J'ai eu, dans mon parcours, des chamades comme ça là, avec quelques personnes. J'ai eu vraiment des échanges d'ordre violent avec certaines personnes pour cette affaire-là. Je me rappelle une fois au niveau de Saint-Michel, une femme aborde, elle me fait comprendre que mais comment tu peux venir faire les photos ici, qui va te payer ça? Ça m'a énervé, je me suis laissé emporter. Je me rappelle encore une, il m'avait parlé au gros bouquet, je suis venu exposer après le défilé 2018. Le défilé le 17 août qui s'est déroulé en 2018. Parce que j'arrivais souvent comme ça, je me mets à filmer les passages des soldats et puis je pouvais les développer et puis aller les proposer à certaines corps. Bon, même les premiers mains, ça m'est arrivé. Les administrations. Mais en fait, tu ne t'es jamais, j'ai envie de dire, tu n'as jamais été défaitiste, tu ne t'es jamais dit mon handicap est un frein. Chaque fois qu'il y avait un événement, tu te levais et tu y allais. Mais ce qui étonnait même beaucoup la plupart d'entre eux. Parce que bon. Je t'avoue que moi-même j'étais étonné. Oui, parce que je t'ai même vu dans la dernière fois, Annie-Flore Bachelet-Lys, l'artiste, elle m'a accompagné en voiture où j'habitais chez moi au niveau de Londres là-bas. Où je suis venu. Voilà, où vous êtes venu. Voyant l'état de la route, mais elle s'est criée, mais attends, mais comment tu fais pour venir nous trouver souvent à l'Institut français? La question m'a tellement dépassé, j'ai dit, moi je ne sais pas comment je peux te dire, je peux y répondre comment. Tout ce que je sais, c'est que j'arrive. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Moi, je peux te dire, je fais quelle magie pour faire ça ou comme. Non, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que, comme tu vois, j'arrive. C'est la passion, c'est la passion. Parce que les événements finissent tard dans la nuit, tu dois rentrer. Avec tout ça là, comment tu t'en sors? Je dis ça comme ça. Et je t'ai vu à plusieurs fois aussi au salon des métiers de l'audiovisuel. Oui.
où j'ai animé une formation une fois. Oui, l'année et passée. tu Oui, étais l'année présent. passée. Oui, l'année passée. Et on m'a dit que justement, j'avais discuté à un moment donné avec les organisateurs qui me disaient que tu y étais régulièrement ou tous les ans, tu assistais à ce salon. Oui. Tu as ce besoin-là de te former régulièrement, de te mettre à jour. Mais attends, si ça veut que ça, c'est même pas une question à poser. Une formation, on ne peut pas la faire. Elle est perpétuelle, hein, la formation. C'est comme l'information. Je suis informé. Non, il n'y a pas de j'ai été informé ou je suis informé. C'est quelque chose. Parce que l'information d'hier, c'est plus l'information d'aujourd'hui. Et on sait très bien que le monde est en perpétuelle évolution. Donc, il faut être à la page. Il y a des choses qu'il faut découvrir. Il y a des expériences qu'il faut partager. Alors aujourd'hui, quelles sont les images qui te parlent le plus? Qu'est-ce que tu as envie de montrer comme travail à ceux qui te suivent, ceux qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas? Ma vision pour le monde. Comment moi-même je perçois le monde, pas comme on voudrait me le faire voir. Parce que je suis bien vraiment de dire, bon, voilà tel événement, j'y étais, j'ai fait ça, et voilà ce que ça m'a rapporté en retour. C'est mon témoignage. Qui veut le comprendre, tant mieux. Qui, bon, ça ne m'embête pas non plus. Moi, c'est ça. Dans une société où on parle d'inclusion, mais comment on peut parler d'inclusion si la personne lui-même qui doit être inclus ne se donne pas à corps et âme pour cette inclusion? Ça fait sens pour ce qui est l'inclusion? Moi, je ne trouve pas. Je ne vois pas. Tu trouves que notre société crée une forme d'exclusion? L'exclusion, je ne peux pas vraiment dire l'exclusion. Inclusion non plus. Mais la croyance à l'intégration en notre endroit, c'est là où le déclic se trouve. Ou devrait se trouver? C'est ce que tu essaies de dire? Je ne veux pas dire que devrait se trouve. Et j'ai quelquefois un peu cette question que le président de l'OPH a pour habitude de poser, je ne sais pas pourquoi il le pose même, et à qui même il le pose. Mais est-ce que le fait d'être handicapé diminue l'envie de vivre? Mais moi, je ne sais pas pourquoi il pose cette question. J'ai souvent voulu lui poser la question de savoir pourquoi tu poses souvent cette question. Et toi, tu donnerais quoi comme réponse à cette question? Mais c'est à toi de te poser la question de savoir, pose-toi la question de savoir pourquoi tu te refuses de vivre. Qui t'empêche de vivre? Est-ce que le fait d'être handicapé diminue l'envie de vivre? Mais pourquoi tu poses cette question? Qui va te donner la réponse? Ça n'a pas de sens. Moi, je ne trouve pas où ça a sens. Si tu sais que tu as envie de vivre, affiche-toi. Sors de ta zone de confort. Fais quelque chose. C'est le message que tu adresserais aujourd'hui aux personnes handicapées? Bon. Ou qui auraient un problème de complexe? Oui. Parce qu'il n'y a pas que l'handicap physique. Bah, c'est bien qu'on sait très bien que l'handicap physique, moi je ne la trouve même pas. Hein. Moi je la trouve même plus favorable. Le plus, il est mental. Il est plus mental que... Il est plus mental que physique. Moi, je ne la vois pas de façon physique. Malheureusement. Et pour ce qui est d'un message quelconque, ben, je ne pense pas qu'un message peut faire long feu à la chose. Le véritable message, c'est celui dans lequel je suis, celui qui est là. C'est cette sortie-là. Parce que le verbal, je ne vois pas à quoi ça va servir. Il y a les messages, on en court tous les jours, on a des liens tous les jours. C'est comme ça. Moi, mon message, c'est ça. Okay. Le fait d'être comme ça et être vu de la sorte, moi, c'est mon message. Que l'on t'accepte tel que tu es. On m'accepte ou on ne m'accepte pas. Moi-même,
Je tu m'affirme. t'acceptes. C'est clair. C'est comme ça. Oui, effectivement. Il y a plusieurs de ces événements, tu es là, tu vas te rendre compte que tu arrives à un endroit, ah ben, mais lui là, il a eu. Mais ça, c'est ton problème à toi. Je discerne tout ça. Quelquefois, il y a des expressions cadives qui peuvent te pousser à bout. Mais parce que je me rappelle une fois, je sors de Gabon Expo à un concert. Il y a un andouille qui me sort carrément, mais les gens comme ça ne doivent même pas venir au concert. Mais attends. Mais qui es-tu, toi? T'es qui, toi? Les gens comme ça, tu es qui? Tu te crois quoi? Je sens un peu de la colère Mais quand attends, tu... mais moi, on a failli s'attraper, man. Tu es qui pour me dire ça? Tu es qui? Gabon Expo t'appartient. Tu as fait une prestation. Alors, dis-moi, à quand une expo photo pour montrer ton travail? Là, il va falloir d'abord avoir le bon time, le bon thème, parce que j'en ai plusieurs. Sur le plan sportif, artistique, créatif, ville, ainsi de suite. Mais les rares fois que j'ai fait sur j'ai voulu le faire sur Libreville, j'ai toujours été confronté à un problème de sponsoring. Avoir une salle et les impressions vraiment de façon professionnelle. C'était d'abord vraiment... Oui, mais je pense que c'est la difficulté auquel beaucoup de photographes sont confrontés, effectivement. Bon, déjà au départ aussi, la thématique photo aussi, au niveau d'Afrique et plus précisément francophone aussi, qui est encore, comment dirais-je, néophyte, parce que la culture, elle fait une exposition photo, les rares fois que je suis allé voir les expositions photo, c'est à peine peut-être 10 à 15 personnes. Tu en as déjà fait, puisque tu étais au Cameroun, tu étais au Bénin? Je suis allé au Bénin. J'ai fait le truc. Ben, c'était sur un cadre autre. Ce n'était pas mon événement. Okay. L'événement était sur le plan littéraire. J'ai profité à faire mon exposition. Écoute, moi je suis sûr que tu as des très belles œuvres. Enfin, je suis sûr. J'ai vu tes photos et je suis sûr que tu as des très belles choses que tu pourrais nous montrer. J'ai fait ma première expo il y a quelques années et les mêmes doutes et les mêmes craintes que tu as aujourd'hui, je les avais à l'époque. Mais mon vœu, c'est que tu puisses réussir à te décider, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est totalement ça. Bon, déjà, il faudrait avoir encore, déjà, avoir que plusieurs casquettes. Parce que sur le plan photo, c'est certes, c'est ma passion. Et la passion des passions. Il est vrai que c'est déjà ça. Écoute, moi je te le souhaite. Voilà, j'espère c'est déjà que bon, c'est déjà le vœu. Moi-même, je suis déjà dessus. En train de travailler dessus. En train de travailler dessus. Ok, super. Voir comment, à quel moment, le thème, le lieu et la période. C'était un réel plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire en particulier pour clôturer? Ok. C'est déjà tout le plaisir d'abord pour moi d'avoir eu à exprimer ces quelques propos dans votre modeste émission. Mon vœu le plus qui me tient énormément à cœur, c'est la compréhension de ce mot, l'inclusion. Certes, il ne faudrait pas l'employer juste parce qu'il est employé. Je voudrais vraiment que ceux qui l'emploient
à leur juste valeur, puissent prendre le temps de le comprendre. Parce qu'on ne peut pas être dans une société pour une poignée de personnes. On ne peut pas être dans une société, être acteur enfin, être spectateur de sa vie. Si le monde a évolué, on ne va pas se dire que le monde a évolué, c'est le fait que le monde était parfait. C'est l'imperfection qui a amené les gens à construire. Ce qui veut donc dire que l'homme, quelque part, a reconnu ses limites, a reconnu, même s'il ne veut pas l'accepter, son handicap. Il n'est pas physique. Le monde a été créé, si on peut le dire, handicapé. Puisque le premier homme fut créé seul. Il fallait le compléter. Et ce que Dieu a complété, ce n'était pas la nature, c'est une personne. C'est par la voix d'une toute autre personne que cette personne a été complétée. Okay. Il n'est pas resté à moitié parce que si quelque part on se complète, mais pourquoi se le refuser? La compréhension totale du mot inclusion. Que ceux qui l'emploient cherchent à le comprendre. Merci beaucoup, Modeste. Écoute, je vais conclure en disant ceci. Tu es une belle personne. Je t'ai rencontré il y a quelques années en arrière et tu as marqué ma vie. Tu m'as marqué personnellement et tu n'es plus jamais ressorti de mon cœur ou de mon esprit. Nous ne nous voyons pas régulièrement, nous ne nous voyons pas tout le temps, mais sache que je te porte dans mon cœur. Et pour moi, il était important que nous puissions faire ce numéro lumière sur ta personne, sur ton parcours, sur ta passion, sur ton combat, qui est cette forme d'exclusion qui existe, mais qui doit mener les gens vers la compréhension du terme même inclusion. Et je te remercie pour le message que tu viens de faire passer. En retour, j'aimerais, au nom de toute mon équipe et en mon nom personnel, te dire déjà merci parce que tu es là, mais surtout que nous avions une surprise pour toi aussi, un petit cadeau que nous avions prévu, que nous allons te remettre et qui, j'espère, te fera énormément plaisir. Donc, je te souhaite encore bonne chance dans le travail que tu fais aujourd'hui. Je ne peux pas avoir la chance. Moi, je suis persististe dans ma situation. Mon affaire il est déjà acquis. Alors pour ça, il est déjà acquis. C'est le petit cadeau que je voulais t'offrir. J'y pense depuis très longtemps. Et comme je te disais, en mon nom et au nom de toute mon équipe, j'espère que ce fauteuil t'aidera énormément à pouvoir mieux te déplacer. C'est ce que l'histoire c'est. Attends, c'est quoi ça? Non, mais ça c'est... Non, mais attends. C'est quoi ça? Le bordel. C'est de la bordelais. Bon, ça c'est Noël avant l'heure. Hein. Je peux pas, man. Je te dis pas, je peux pas prendre ça. Non, vrai. Mais tu l'as déjà pris, tu es déjà monté. Mais non, je peux descendre. Mais c'est fini. Non, plus personne ne te laisse descendre. Je descends là. Mais non. C'est ça là maintenant qu'il va falloir abandonner.
Pas l'abandonner. C'est Non, mon tu petit le voyage. mérites, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Fort. Tu te sens beaucoup plus à l'aise avec la manette ici ou de l'autre côté? Non, c'est bon là. C'est bon. Il va bien. C'est très bien motorisé et c'est un modèle 4x4. Donc tu peux passer, un modèle tout-terrain. Donc je pense que tu peux passer n'importe où avec. Tu te rappelles le jour où je suis venu chez toi et que tu m'as montré les différents fauteuils que tu avais à l'entrée, quand tu étais encore en Dogo? À l'entrée, il y avait plusieurs fauteuils qui étaient dans un coin. Oui, les locations de Madame Sylvia. Voilà, qui étaient déjà quasiment allumés. Ça m'a fait quelque chose au cœur. Et depuis ce jour-là, bah, écoute, je commençais à mûrir ce projet dans ma tête. Là, j'ai comme l'impression que tu vas aller le restituer là. Ah bon? Ok. Non, il n'y a pas de souci. Ah, je redescends. Je peux pas prendre ça. Non, tu descends pas, c'est fini là. C'est fini. Il faut amener ça très loin là-bas. Je ne veux même plus voir celui-là. Je ne vais pas rentrer avec à la maison. Non, mais bien sûr.